Bonsoir et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravi de te retrouver ce soir pour un moment de calme et de détente. Ici, je te propose des histoires apaisantes et captivantes, spécialement conçues pour t'accompagner doucement vers le sommeil. Si tu es à la recherche d'une pause relaxante ou d'un peu de réconfort avant de t'endormir, tu es au bon endroit. Si ces histoires te bercent et te procurent un moment de sérénité, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à aimer cette vidéo. Chaque petit geste de soutien compte énormément pour moi et m'aide à continuer, à créer davantage de contenu relaxant pour toi. Merci d'être là et surtout, installe-toi confortablement, ferme les yeux et laisse-toi porter par l'histoire qui va suivre. Bonne écoute et fais de beaux rêves. Dans un appartement trop bon marché, Hercule Poirot est intrigué lorsqu'il reçoit une lettre anonyme. Concernant une affaire apparemment banale, un jeune couple londonien vient de louer un appartement magnifique à un prix dérisoire. Trop beau pour être vrai? C'est ce que pense Poirot, qui décide de mener l'enquête. En explorant les moindres détails des circonstances entourant cette location suspecte, il découvre rapidement que cet appartement cache bien plus qu'il n'y paraît. Derrière, les murs élégants se cachent des secrets anciens, des rivalités familiales et un crime soigneusement dissimulé. Avec sa perspicacité légendaire, Poirot démêle les indices et révèle une vérité aussi surprenante que tragique. Entre suspense et finesse psychologique, cette nouvelle policière vous tiendra en haleine tout en vous berçant doucement vers le sommeil. Chapitre 1. L'offre irrésistible. Il était une fois, au cœur de Londres, un charmant petit quartier résidentiel, appelé Bloomsbury. Le soleil matinal perçait à peine les rideaux de dentelle du salon d'Hercule Poirot quand on frappa, doucement à sa porte. Son fidèle ami, le capitaine Hastings, entra avec une tasse de thé fumant à la main, arborant un sourire malicieux. « Mon cher Poirot, avez-vous vu ceci ?» demanda-t-il en agitant une petite annonce découpée dans le journal local et Poirot ajusta ses lunettes rondes et jeta un coup d'œil à l'annonce. Elle proclamait « Magnifique appartement disponible immédiatement. 3 chambres, 2 salons, cuisine moderne, située dans une rue prestigieuse de Bloomsbury. Prix incroyablement bas. » « Incroyablement bas » murmura Poirot, fronçant les sourcils. Tout est suspect dans cette phrase. Quel propriétaire raisonnable se débarrasserait d'un tel joyau sans exiger un prix exorbitant? Hastings haussa les épaules, visiblement amusé. Peut-être quelqu'un pressé de vendre ou simplement généreux. Vous savez comment sont les gens parfois. Mais Poirot secoua la tête, ses yeux brillants d'une curiosité insatiable. Non, mon ami. Rien n'est jamais trop bon marché. Il y a toujours une explication. Et je crois que cette affaire mérite notre attention. Le lendemain, ils rendirent visite au jeune couple ayant loué l'appartement. Sarah et James Fenton semblaient charmants, mais quelque chose dans leur attitude trahissait une nervosité sous-jacente. Lorsque Poirot posa des questions sur la provenance de l'offre, Sarah répondit vaguement. « Nous avons simplement eu de la chance, c'est tout. » Mais Poirot savait déjà que la chance n'était pas seule en jeu ici. En explorant l'appartement, il remarqua plusieurs détails intrigants. Une odeur légèrement âcre dans l'air, des marques fraîches sur les murs comme si des tableaux avaient été retirés récemment, et une porte verrouillée menant à une pièce dont les locataires prétendirent ignorer l'existence. De retour chez lui, Poirot médita longuement. Pourquoi diable ce couple aurait-il accepté une offre aussi alléchante sans poser davantage de questions? Et pourquoi ce mystérieux propriétaire restait-il introuvable? Une chose était certaine. Cet appartement recelait un secret bien plus sombre qu'il n'y paraissait. Le lendemain matin, Poirot décida d'enquêter plus avant. Il commença par interroger l'agence immobilière qui avait géré la location. La réceptionniste, une jeune femme nerveuse nommée Miss Evelyn, confirma que l'appartement avait été proposé à un prix extrêmement bas par un propriétaire anonyme. Elle expliqua que toutes les communications avaient été faites par courrier, sans jamais rencontrer le propriétaire en personne. « C'est inhabituel », admit-elle,
Mais nous recevons parfois des instructions spéciales de propriétaires qui préfèrent rester discrets. Poirot fronça les sourcils. Cette discrétion excessive ne faisait qu'accroître son scepticisme. Il demanda à voir les documents relatifs à la transaction. Après avoir parcouru les papiers, il remarqua une signature illisible au bas du contrat de location. Aucun nom clair, aucune adresse précise. Seulement une boîte postale à Londres. « Intéressant », murmura-t-il. « Très intéressant. » Plus tard dans la journée, Poirot se rendit à l'adresse indiquée sur le contrat. C'était une simple boîte aux lettres dans un bureau de poste bondé. Le guichetier, un homme d'âge moyen à l'air fatigué, confirma que la boîte postale appartenait à un certain Monsieur Smith, mais il ne put fournir aucun autre détail. « Monsieur Smith ?» répéta Poirot incrédule. « Quel nom original !» De retour chez lui, Poirot médita longuement. Chaque détail comptait. Chaque fragment d'information devait être assemblé comme les pièces d'un puzzle complexe. Et peu à peu, une théorie commença à prendre forme dans son esprit. Ce soir-là, Poirot invita Hastings à partager un dîner léger dans son appartement. Tandis qu'il savourait une tarte aux champignons accompagnée d'un verre de vin rouge, Poirot exposa ses premières hypothèses. « Mon ami, » dit-il en levant son verre, « cette affaire est comme une oignon. Plus nous pelons les couches, plus elle devient complexe. D'abord, il y a l'appartement lui-même, trop beau pour être vrai. Ensuite, il y a les locataires, Sarah et James Fenton, qui semblent, comment dire, mal à l'aise. Et enfin, il y a ce mystérieux propriétaire qui reste obstinément dans l'ombre. » Hastings hocha la tête, perplexe. « Mais où voulez-vous en venir, Poirot? Quel pourrait être le lien entre tous ces éléments ?» Poirot sourit, ses yeux brillant d'une lueur malicieuse. « Patience, mon ami. Tout se révélera en temps voulu. Pour l'instant, contentons-nous de collecter davantage d'indices. Demain, nous irons rendre visite aux voisins de l'appartement. Ils pourraient avoir des informations précieuses. » Hastings acquiesça bien qu'il ne partageât pas l'enthousiasme de son ami. « Très bien, Poirot. Mais j'espère que cette affaire ne nous mènera pas à une impasse. » Poirot rit doucement. « Avec moi, mon cher Hastings, il n'y a jamais d'impasse, seulement des vérités cachées, attendant d'être découvertes. » Et, ainsi le détective légendaire s'apprêta à plonger plus profondément dans le mystère de cet appartement trop bon marché, déterminé à découvrir la vérité derrière cette offre alléchante. Chapitre 2. Les voisins curieux. Le lendemain après-midi, Poirot décida de faire un tour dans la rue où se trouvait l'appartement. Les maisons étaient impeccables, leurs façades ornées de colonnes gracieuses et de balcons fleuris. Cependant, alors qu'il observait discrètement les habitants, il remarqua plusieurs regards insistants dirigés vers l'appartement des Fenton. Intrigué, il frappa à la porte d'une vieille dame vivant juste en face. Elle s'appelait Mrs. Thistlethwaite et elle semblait ravie de partager quelques potins. « Oh oui, Mr. Poirot, je suis sûr que vous voulez tout savoir sur ces nouveaux locataires. Ils ont emménagé il y a seulement 2 semaines, mais... » Elle baissa la voix. « J'ai entendu dire que l'ancien propriétaire avait disparu subitement. On ne l'a plus revu depuis. » Cette information intrigua Poirot davantage. Pourquoi l'ancien propriétaire aurait-il abandonné un si bel endroit sans laisser de traces? Il continua à interroger d'autres voisins, recueillant des bribes d'informations contradictoires. Certains parlèrent d'une querelle familiale. D'autres mentionnaient des bruits étranges venant de l'appartement tard dans la nuit. Un autre voisin, un homme d'âge moyen nommé Mr. Grimsby, ajouta un détail troublant. « Vous savez, Monsieur Poirot, cet appartement a une histoire. Il appartenait autrefois à un riche collectionneur d'art. On raconte qu'il y gardait des œuvres inestimables. Mais un jour, il a tout fermé et est parti sans un mot. » Poirot sentit un frisson parcourir son échine. Ces informations confirmaient ce qu'il soupçonnait déjà. Cet appartement n'était pas seulement trop bon marché, il dissimulait quelque chose de bien plus sinistre. Pendant qu'il poursuivait ses investigations, Poirot remarqua que plusieurs voisins semblaient particulièrement nerveux lorsqu'il abordait le sujet de l'appartement. Une jeune femme, Miss Clara Bennett, qui occupait un appartement au rez-de-chaussée, lui confia timidement. « Je ne sais pas grand-chose, Monsieur Poirot, mais j'ai vu des allées et venues étranges la semaine dernière. Des hommes en costume sombre,
qui entraient et sortaient rapidement avec des cartons. « Des cartons » répéta Poirot intrigué. « Pouvez-vous me décrire ces hommes » Miss Bennet hocha la tête, visiblement mal à l'aise. Ils avaient l'air pressés, presque furtifs. L'un d'eux portait un chapeau noir rabattu sur le visage, comme s'il voulait éviter d'être reconnu. Cette nouvelle information fit naître une idée dans l'esprit de Poirot. Si ces hommes avaient retiré quelque chose de l'appartement, cela signifiait qu'il y avait là-bas des objets ou des documents précieux. Mais pourquoi diable les anciens propriétaires auraient-ils caché quoi que ce soit dans un lieu aussi exposé? De retour chez lui, Poirot médita longuement. Chaque détail comptait. Chaque fragment d'information devait être assemblé comme les pièces d'un puzzle complexe. Et peu à peu, une théorie commença à prendre forme dans son esprit. Le soir venu, Poirot invita Hastings à partager ses réflexions autour d'une tasse de thé. Assis confortablement dans son salon, il exposa ses conclusions provisoires. « Mon ami, dit-il en levant un doigt pour souligner chaque point, nous avons ici 3 éléments clés. Premièrement, un appartement loué à un prix dérisoire. Deuxièmement, un ancien propriétaire qui a disparu sans laisser de traces. Et troisièmement, des individus mystérieux qui ont récupéré des cartons dans cet appartement. » Hastings fronça les sourcils. Mais quel pourrait être le lien entre tous ces éléments? Et pourquoi les Fenton ne semblent-ils rien savoir? Poirot sourit, ses yeux brillants d'une lueur malicieuse. « Ah, mon cher Hastings, c'est là que réside le cœur du mystère. Les Fenton sont peut-être innocents, ou peut-être complices involontaires. Mais je crois que la vérité réside dans cette pièce verrouillée que nous avons découverte hier. » Hastings hocha la tête, perplexe. « Vous pensez qu'il y a quelque chose de valeur là-dedans? » « Exactement, » répondit Poirot. « Quelque chose qui justifie cette offre trop alléchante et ses activités suspectes. » Le lendemain matin, Poirot retourna à l'appartement avec une idée en tête. Il demanda à James Fenton s'il pouvait inspecter la fameuse pièce verrouillée. Après une hésitation visible, James finit par sortir une clé rouillée d'un tiroir et la lui tendit. À l'intérieur, Poirot découvrit une scène surprenante. Des étagères vides couvertes de poussière, des toiles d'araignée suspendues au coin du plafond, et surtout, une trappe scellée dans le sol. En examinant attentivement les lieux, il remarqua des marques fraîches autour de la trappe, comme si quelqu'un avait essayé de la forcer. « Intéressant », murmura-t-il. « Très intéressant. » Plus tard, il fit appel à un serrurier pour ouvrir la trappe. Ce qu'ils trouvèrent en dessous les glaça d'effroi. Une malle en bois ancienne, partiellement brûlée, contenant des documents, jaunisse et des objets précieux, bijoux, montres, et même une lettre signée par l'ancien propriétaire. Dans la lettre, celui-ci expliquait qu'il avait découvert un complot familial visant à le dépouiller de sa fortune. Effrayé, il avait décidé de cacher ses biens les plus précieux dans cette pièce secrète avant de fuir. Mais, selon les termes de la lettre, il craignait pour sa vie. Poirot comprit alors que l'enjeu de cette affaire dépassait largement une simple location immobilière. Il fallait découvrir qui avait tué l'ancien propriétaire, et pourquoi. Chapitre 3. La clé du mystère. Le lendemain matin, Poirot retourna à l'appartement avec une idée en tête. Il demanda à James Fenton s'il pouvait inspecter la fameuse pièce verrouillée. Après une hésitation visible, James finit par sortir une clé rouillée d'un tiroir et la lui tendit. À l'intérieur, Poirot découvrit une scène surprenante. Des étagères vides couvertes de poussière, des toiles d'araignée suspendues au coin du plafond, et surtout, une trappe scellée dans le sol. En examinant attentivement les lieux, il remarqua des marques fraîches autour de la trappe, comme si quelqu'un avait essayé de la forcer. « Intéressant », murmura-t-il, « très intéressant. » Plus tard, il fit appel à un serrurier pour ouvrir la trappe. Ce qu'ils trouvèrent en dessous les glaça d'effroi. Une malle en bois ancienne, partiellement brûlée, contenant des documents jaunis et des objets précieux, bijoux, montres, et même une lettre signée par l'ancien propriétaire. Dans la lettre, celui-ci expliquait qu'il avait découvert un complot familial visant à le dépouiller de sa fortune. Effrayé, il avait décidé de cacher ses biens les plus précieux dans cette pièce secrète avant de fuir. Mais, selon les termes de la lettre, il craignait pour sa vie.
Poirot comprit alors que l'enjeu de cette affaire dépassait largement une simple location immobilière. Il fallait découvrir qui avait tué l'ancien propriétaire et pourquoi. Les objets dissimulés dans la malle offraient un aperçu fascinant de la vie de l'ancien propriétaire. Parmi les bijoux, Poirot identifia une broche ornée de diamants portant une inscription gravée « Pour Edward avec tout mon amour ». Un autre objet intrigant était une montre de poche en or, dont le cadran arborait une date, 1923. Cette année correspondait curieusement à celle où l'ancien propriétaire, Mr. Alastair Grayson, avait hérité de sa fortune familiale. Mais ce furent les documents qui retinrent particulièrement l'attention de Poirot. Une série de lettres manuscrites révélait des disputes familiales virulentes. Dans l'une d'elles, un certain Charles Grayson, probablement un cousin, accusait Alastair d'avoir manipulé leur père pour obtenir une part disproportionnée de l'héritage. Une autre lettre, écrite par une femme nommée Margaret, implorait Alastair de cesser ces jeux dangereux et de rendre ce qui appartient à la famille. « Voilà donc l'origine du conflit », murmura Poirot. « Ces querelles n'étaient pas seulement verbales. Elles ont conduit à une véritable guerre familiale. » Hastings, qui observait par-dessus son épaule, fronça les sourcils. « Mais pourquoi cacher tout cela ici? Et pourquoi disparaître sans laisser de traces ?» Poirot tapota légèrement la lettre du bout de son doigt. Parce qu'Alastair savait qu'il était en danger. Ces objets et ces documents prouvent qu'il tentait de protéger non seulement sa fortune, mais aussi sa vie. Pendant qu'il examinait les documents, Poirot remarqua une enveloppe cachetée au fond de la malle. À l'intérieur se trouvait une photographie sépia représentant une femme élégante accompagnée d'un homme en costume. Au dos de la photo, une inscription manuscrite indiquait « Edward et Elizabeth, été 1925 ». « Edward », répéta Poirot songeur. Pourquoi ce prénom revient-il constamment? Il fouilla dans les autres documents et découvrit une nouvelle lettre adressée à Alastair par un notaire. Celle-ci mentionnait une propriété située dans le sud de Londres, appartenant à un certain Edward Grayson. Apparemment, cette propriété avait été vendue sans que personne ne connaisse exactement le destin des fonds issus de cette transaction. « Mon ami, » dit Poirot en se tournant vers Hastings, « nous devons enquêter sur cet Edward Grayson. Il est possible qu'il soit au cœur de cette affaire. » Hastings acquiesça bien qu'il semblât déconcerté. Mais comment un membre de la famille pourrait-il être impliqué dans un crime aussi grave? Poirot sourit, ses yeux brillants d'une lueur malicieuse. L'histoire nous apprend souvent que les crimes les plus odieux sont commis au sein des familles. La cupidité, la jalousie, ce sont des forces puissantes, mon ami. Le lendemain, Poirot et Hastings se rendirent à l'adresse mentionnée dans la lettre du notaire. La propriété en question était une vieille maison victorienne, abandonnée depuis des années. Les fenêtres étaient brisées et la peinture des murs s'écaillait sous l'effet du temps. En entrant, ils découvrirent un intérieur délabré, envahi par la poussière et les toiles d'araignée. Mais dans le bureau principal, ils trouvèrent quelque chose de curieux. Une collection de journaux datant des années 1920, soigneusement empilés dans un coin. Parmi eux, un article attira immédiatement l'attention de Poirot. Il relatait la disparition mystérieuse d'un certain Edward Grayson, dont le corps n'avait jamais été retrouvé. Voilà donc le lien manquant, murmura Poirot. Edward Grayson n'a pas simplement disparu, il a été éliminé. Hastings frissonna. Vous pensez qu'Alastair pourrait être impliqué dans sa mort? Poirot secoua la tête. Non, mon ami, je crois plutôt que quelqu'un d'autre a profité de cette tragédie pour manipuler la famille Grayson. Peut-être même pour prendre le contrôle de leur fortune. De retour chez lui, Poirot médita longuement sur les nouvelles découvertes. Chaque indice pointait vers une vérité sombre et complexe. La famille Grayson était prise dans un jeu de pouvoir et de vengeance qui remontait à des décennies. Mais qui tirait les ficelles de ce complot? Et quel rôle jouaient les Fenton? Dans cette histoire, le soir venu, Poirot invita Hastings à partager un dîner léger. Tandis qu'ils discutaient autour d'une bouteille de vin rouge, Poirot exposa ses hypothèses. « Mon ami, » dit-il en levant son verre, « cette affaire est comme une toile d'araignée. Plus nous avançons, plus elle se complique. Mais je sens que nous touchons au cœur du mystère.
Hastings hocha la tête, bien qu'il restât sceptique. « J'espère que vous avez raison, Poirot, mais cette affaire me semble de plus en plus dangereuse. » Poirot sourit, confiant. « La vérité finit toujours par éclater, mon cher Hastings. Et lorsque nous aurons toutes les pièces du puzzle, nous comprendrons pourquoi cet appartement était trop bon marché. » Et ainsi, le détective, légendaire, poursuivit son enquête, déterminé à démêler les fils d'un complot familial vieux de plusieurs décennies. Chapitre 4. Visite nocturne. Décidé à approfondir l'enquête, Poirot organisa une surveillance nocturne de l'appartement. Accompagné de Hastings, il se faufila dans les ombres de Bloomsbury, guettant le moindre mouvement suspect. Vers minuit, une silhouette encapuchonnée apparut devant l'immeuble. Elle portait une lanterne à la lumière vacillante et semblait connaître parfaitement les lieux. Sans hésiter, elle força la porte d'entrée et se dirigea directement vers la pièce secrète. Poirot et Hastings attendirent patiemment avant d'intervenir. Lorsqu'ils pénétrèrent dans la pièce, ils trouvèrent l'intrus en train de fouiller fébrilement la malle. Sous la lumière crue de leur lampe de poche, ils reconnurent Mrs. Thistlethwaite. « Mrs. Thistlethwaite » s'exclama Hastings, incrédule. « Que faites-vous ici » La vieille dame se redressa lentement, un sourire narquois aux lèvres. « Vous êtes perspicace, monsieur Poirot » admit-elle. Mais pas assez rapide, semble-t-il. Elle expliqua qu'elle avait été engagée par la famille de l'ancien propriétaire pour retrouver les biens cachés. Cependant, lorsqu'elle avait découvert l'étendue de la fortune dissimulée, elle avait décidé de la garder pour elle-même. Poirot secoua la tête, déçu mais pas surpris. « Votre cupidité vous a perdu, madame. La vérité finit toujours par éclater. » Grâce à cette arrestation, Poirot put remonter jusqu'à la véritable meurtrière, une cousine éloignée de l'ancien propriétaire, qui avait orchestré son assassinat pour hériter de sa fortune. Scène était surréaliste. Mrs. Thistlethwaite, cette vieille femme apparemment inoffensive qui passait ses journées à observer les allées et venues des voisins, se révélait être au cœur d'un complot bien plus vaste qu'il n'y paraissait. Ses yeux, autrefois chaleureux et amicaux lorsqu'elle partageait ses potins avec Poirot, brillaient désormais d'une lueur froide et calculatrice. « Vous avez sous-estimé ma discrétion, Monsieur Poirot, » dit-elle avec une pointe de mépris. « J'étais la seule à savoir où chercher. Ces Fenton étaient des imbéciles, incapables de comprendre ce qu'ils avaient entre les mains. » Poirot inclina légèrement la tête, comme s'il admirait son audace. « Oui, vous êtes intelligente, Mrs. Thistlethwaite. Mais l'intelligence sans moralité est un poison. Et c'est précisément ce qui vous a trahi. » Elle ricana, visiblement peu impressionnée. « Moralité ? Quelle importance quand on parle de millions. La famille Grayson ne méritait rien de tout cela. Ils ont toujours été des parasites, vivant sur le dos des autres. » Hastings intervint, indigné. « Vous justifiez donc le meurtre d'Edward Grayson ? Vous êtes aussi coupable que ceux qui ont tiré les ficelles de cette tragédie. » Mrs. Thistlethwaite haussa les épaules, imperturbable. Edward Grayson était un homme faible. Il aurait tout perdu de toute façon. Je n'ai fait que récupérer ce qui m'était dû. Poirot soupira, secouant la tête. Vous oubliez une chose, madame. Le crime laisse toujours des traces. Et ces traces, elles mènent inexorablement à la vérité. Après avoir appelé la police pour arrêter Mrs. Thistlethwaite, Poirot et Hastings retournèrent dans la pièce secrète pour examiner les preuves qu'elle avait tenté d'emporter. Parmi les objets qu'elle avait rassemblés dans un sac se trouvaient plusieurs documents compromettants, des lettres de menaces adressées à Alastair Grayson, des comptes bancaires secrets, et même une photographie montrant Mrs. Thistlethwaite en compagnie d'un homme mystérieux, probablement un complice. Mais ce qui intrigua particulièrement Poirot fut un carnet de notes soigneusement conservé dans la doublure du sac. En le feuilletant, il découvrit des annotations précises sur les habitudes des Fenton, ainsi que des détails sur les mouvements suspects autour de l'appartement. Chaque page révélait une obsession méthodique, presque maniaque, pour découvrir les secrets de l'appartement. « Cette femme est une véritable araignée », murmura Poirot. « Elle tissait sa toile depuis des mois, attendant le bon moment pour frapper. » Hastings fronça les sourcils. « Mais pourquoi maintenant? Pourquoi ne pas avoir agi plus tôt ?» Poirot sourit, ses yeux brillants d'une lueur malicieuse. « Parce
qu'elle savait que nous étions sur le point de découvrir la vérité. Elle a paniqué et a décidé de prendre les devants. Le lendemain matin, Poirot convoqua Sarah et James Fenton pour leur révéler ce qu'il avait découvert. Les jeunes mariés, visiblement choqués, écoutèrent avec attention tandis que Poirot exposait les détails du complot. « Vous avez loué cet appartement sans poser de questions », leur rappela-t-il. « Mais sachez que votre innocence relative ne vous absout pas complètement. Vous avez ignoré les signaux d'alarme, préférant profiter d'une opportunité trop belle pour être vraie. » Sarah baissa les yeux, visiblement honteuse. « Nous ne savions pas qu'il y avait autant de dangers. » James ajouta, la voix tremblante. « Nous pensions juste avoir eu de la chance. Comment pouvions-nous imaginer tout cela ?» Poirot hocha la tête, compréhensif, mais ferme. « La chance n'existe pas, mes amis, seulement des choix. Et vous avez choisi de fermer les yeux. » Il leur conseilla de déménager immédiatement et de coopérer pleinement avec la police pour éviter toute implication future dans l'affaire. Bien que bouleversés, les Fenton promirent de suivre ses recommandations. Ce soir-là, Poirot invita Hastings à partager un verre de cognac dans son salon. Tandis qu'ils discutaient calmement, Poirot réfléchit à haute voix. « Mon ami, cette affaire nous rappelle une vérité essentielle. Derrière, chaque opportunité se cache souvent un danger. Rien n'est jamais gratuit, surtout lorsqu'il s'agit de richesse. » Hastings hocha la tête pensif. « Mais pourquoi certaines personnes sont-elles prêtes à tout pour l'argent, même à commettre des crimes odieux ?» Poirot sourit, levant son verre. « Parce que l'argent est un miroir, mon cher Hastings. Il reflète les désirs les plus sombres de l'âme humaine, et dans ce cas précis, il a révélé la cupidité, la jalousie et la vengeance qui rongèrent la famille Grayson depuis des générations. » Hastings soupira, songeur. « Espérons que cette affaire serve de leçon à tous ceux qui croient pouvoir échapper aux conséquences de leurs actes. » Poirot acquiesça, son regard perdu dans le vide. « La justice finit toujours par triompher, mon ami, même si elle prend parfois un peu de temps. » Et ainsi, le détective légendaire referma un nouveau chapitre de sa carrière, conscient que chaque mystère résolu n'était qu'un pas de plus vers la compréhension infinie de la nature humaine. Chapitre 5. Un secret derrière les murs. Après l'arrestation de Mrs. Thistlethwaite, Poirot continua à creuser le passé de l'ancien propriétaire. Il découvrit que celui-ci, un certain Mr. Alastair Grayson, avait non seulement été un collectionneur d'art renommé, mais aussi un homme obsédé par la sécurité. Ses lettres révélaient qu'il avait construit une chambre forte secrète dans les murs mêmes de l'appartement. Avec l'aide d'un architecte spécialisé, Poirot identifia l'emplacement exact de cette chambre forte, derrière un panneau mural dissimulé dans le salon principal. Lorsqu'ils percèrent le mur, ils découvrirent une cavité remplie de toiles de maître, de bijoux anciens et de documents compromettants impliquant plusieurs membres influents de la haute société londonienne. Ces documents expliquaient pourquoi M. Grayson avait été assassiné. Ils menaçaient de révéler publiquement ces scandales, mettant ainsi en péril les carrières et les réputations de nombreuses personnes puissantes. Poirot réalisa que cette affaire n'était pas seulement une question de cupidité, mais aussi de pouvoir et de vengeance. Chaque indice qu'il avait, suivi jusqu'ici, formait désormais un tableau complet, révélant la vérité brutale derrière cette tragédie. La découverte de la chambre forte marqua un tournant crucial dans l'enquête. Les objets dissimulés à l'intérieur étaient bien plus qu'une simple collection de richesses matérielles. Ils représentaient des preuves accablantes contre certains des personnages les plus influents de Londres. Parmi les documents figuraient des contrats illégaux, des correspondances compromettantes et même des photographies montrant des actes répréhensibles. L'un des documents les plus troublants était une lettre adressée à Alastair Grayson par un député bien connu. Celui-ci implorait Grayson de garder le silence sur ce qui s'est passé à Brighton l'été dernier. Une autre lettre, écrite par une femme de la haute société, accusait Grayson d'avoir détruit sa réputation en diffusant des rumeurs infondées. « Voilà donc pourquoi il a été tué », murmura Poirot. Ces documents auraient pu ruiner des vies entières. Hastings, qui examinait les toiles de maître avec admiration, hocha la tête. Mais comment Grayson est-il entré en possession de tout cela?
Et pourquoi n'a-t-il pas simplement vendu ses œuvres pour fuir? Poirot sourit, ses yeux brillants d'une lueur malicieuse. Parce qu'il n'était pas seulement un collectionneur, mon ami. Il était aussi un chasseur de vérité. Ces objets étaient autant des trophées que des arms. Il comptait probablement les utiliser pour manipuler ou faire chanter ceux qui avaient trahi sa confiance. Mais ce qui fascina le plus Poirot fut une série de journaux intimes appartenant à Grayson lui-même. Dans ces carnets, l'ancien propriétaire décrivait avec une précision clinique les événements qui avaient conduit à sa chute. Il racontait comment il avait découvert, au fil des années, que plusieurs membres de sa famille, y compris son cousin Charles et sa cousine Margaret, avaient conspiré pour le dépouiller de son héritage. Dans l'un des passages, les plus poignants, Grayson écrivait « Ils croient que je suis faible, que je ne vois pas leur manigance. Mais ils ignorent que j'ai toujours un coup d'avance. Je conserve ici, dans cette chambre forte, les preuves qui prouveront leur culpabilité. S'ils osent me trahir, je les détruirai sans pitié. » Poirot referma doucement le carnet, visiblement touché par la solitude et la paranoïa qui transparaissaient. Dans ces lignes, « Ce pauvre homme, dit-il à Hastings. Il pensait protéger son honneur, mais il n'a fait qu'attiser la haine de ceux qui le craignaient. » Hastings fronça les sourcils. Mais si ces documents étaient si précieux, pourquoi n'a-t-il pas fui avant qu'il ne soit trop tard? Poirot secoua la tête, parce qu'il aimait ce jeu dangereux. Il cherchait à punir ses ennemis, mais il a finalement payé le prix ultime pour son arrogance. Le lendemain, Poirot décida de rendre visite à Charles Grayson, le cousin mentionné dans les lettres. L'homme, un aristocrate vieillissant aux manières affectées, reçut Poirot dans son manoir luxueux. Bien qu'il tentât de masquer son inquiétude derrière un sourire poli, ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il servit le thé. « Monsieur Poirot, quel honneur! Que puis-je faire pour vous ?» demanda-t-il d'une voix mielleuse. Poirot posa calmement une question directe. « Dites-moi, Mr. Grayson, étiez-vous au courant des activités, disons, clandestines de votre cousin Alastair ?» Charles toussota, visiblement mal à l'aise. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. Alastair était un homme complexe, mais je ne me mêlais pas de ses affaires. » Poirot sourit, imperturbable. « Vraiment ? Pourtant, j'ai ici une lettre où vous accusez Alastair d'avoir manipulé votre père pour obtenir une part disproportionnée de l'héritage. Curieuse coïncidence, n'est-ce pas ? » Charles blêmit, ses doigts crispés autour de sa tasse de thé. « Cela remonte à des années. Nous avons réglé cette affaire entre nous. »« En effet, » répondit Poirot. « Mais il semble que cette affaire ait eu des conséquences bien plus graves que vous ne l'imaginiez. » De retour chez lui, Poirot médita longuement sur les nouvelles révélations. Chaque indice confirmait ce qu'il soupçonnait depuis le début. Alastair Grayson avait été pris dans une toile d'intrigue familiale, de trahison et de revanche. Sa décision de cacher ses biens dans l'appartement n'était pas seulement une mesure de sécurité, c'était aussi une provocation délibérée envers ceux qui voulaient sa perte. Ce soir-là, Poirot invita Hastings à partager un dîner léger. Tandis qu'ils discutaient autour d'une bouteille de vin rouge, Poirot exposa ses conclusions. « Mon ami, cette affaire est comme un échiquier. Chaque pièce joue un rôle précis. Chaque mouvement a des conséquences imprévues. Mais maintenant, nous comprenons enfin la stratégie de chacun. » Hastings hocha la tête bien qu'il restât perplexe. « Mais que ferons-nous de ces documents? Si nous les rendons publics, cela pourrait déclencher un véritable scandale. » Poirot sourit, levant son verre. « La justice doit être rendue avec discernement, mon ami. Plutôt que de tout révéler, nous transmettrons ces preuves à Scotland Yard. Ils sauront comment les utiliser pour protéger les innocents, tout en punissant les coupables. » Hastings acquiesça, soulagé. « Vous avez raison, Poirot, comme toujours. » Ainsi, le détective légendaire mit un point final à cette phase de l'enquête, conscient que la vérité, bien qu'implacable, devait parfois être maniée avec précaution. Chapitre 6. Piège mortel. Alors que Poirot pensait avoir résolu l'affaire, un dernier rebondissement survint. Un soir, alors qu'il retournait chez lui, il fut attaqué par deux individus masqués. Ils tentèrent de le forcer à leur révéler
L'emplacement des documents compromettants. Heureusement, Hastings arriva juste à temps pour intervenir. Ensemble, ils neutralisèrent les assaillants, qui s'avérèrent être des complices de la cousine de Mr. Grayson, celle qui avait orchestré son assassinat. Poirot comprit alors que certains secrets étaient trop dangereux pour être révélés. Plutôt que de rendre publics les documents, il choisit de les remettre à Scotland Yard, qui pourrait les utiliser discrètement pour protéger les innocents tout en punissant les coupables. Ce choix soulagea Poirot, qui aimait autant la justice que l'ordre. Mais il savait que cette affaire resterait gravée dans sa mémoire comme l'une des plus complexes qu'il ait jamais résolues. L'attaque eut lieu dans une ruelle sombre, non loin de l'appartement. Poirot, qui rentrait tranquillement après une longue journée d'enquête, sentit soudain une présence menaçante derrière lui. Avant qu'il ne puisse réagir, une main gantée se plaqua sur sa bouche, tandis qu'une voix étouffée murmurait « Où sont les documents, Poirot ? Parlez ou vous le regretterez. » Hastings, qui suivait quelques mètres derrière, remarqua immédiatement que quelque chose n'allait pas. Sans hésiter, il se précipita vers les agresseurs, brandissant sa canne comme une arme improvisée. Le bruit de la lutte alerta rapidement des passants, et les deux hommes masqués prirent la fuite, disparaissant dans les ombres de la nuit. Poirot, légèrement ébranlé mais indemne, remercia Hastings avec un sourire reconnaissant. « Mon ami, dit-il en époussetant son manteau, vous arrivez toujours au bon moment. Je me demande ce que je ferais sans vous. » Hastings sourit bien qu'il fût encore sous le choc. « Vous seriez probablement en train de résoudre une énigme depuis l'autre monde, Poirot. Mais sérieusement, qui étaient ces hommes ?» Poirot fronça les sourcils, ses yeux brillants d'une lueur inquiète. « Des pions, mon cher Hastings. Des pions dans un jeu bien plus grand que nous ne le pensions. » Le lendemain matin, Poirot examina attentivement les lieux de l'agression. Il découvrit une carte de visite froissée, tombée accidentellement par l'un des assaillants. Elle portait le nom d'un club privé londonien, fréquenté par l'élite de la société. Intrigué, Poirot décida de rendre visite à cet établissement. Accueilli par un maître d'hôtel aux manières impeccables, Poirot demanda à consulter la liste des membres récents. Parmi eux figurait un certain M. Reginald Hargrove, un avocat connu pour ses liens avec plusieurs scandales politiques. Poirot réalisa alors que la cousine de Grayson, celle qui avait orchestré son assassinat, n'avait pas agi seule. Elle avait recruté des complices puissants pour protéger ses intérêts. « Voilà donc pourquoi ils ont tenté de m'éliminer », murmura Poirot. « Ils craignent que les documents ne soient utilisés contre eux. » Hastings, qui l'accompagnait, fronça les sourcils. « Mais comment savent-ils que vous êtes en possession de ces preuves ?» Poirot sourit, levant un doigt pour souligner son point. « Parce que quelqu'un les a informés. Quelqu'un qui connaît chaque détail de notre enquête. » De retour chez lui, Poirot médita longuement sur cette nouvelle menace. Chaque indice confirmait que l'affaire dépassait largement les frontières de Bloomsbury. Les documents dissimulés dans la chambre forte représentaient une bombe à retardement, capable de détruire des carrières, des réputations et même des vies entières. Ce soir-là, Poirot invita Hastings à partager un dîner léger. Tandis qu'ils discutaient calmement autour d'une bouteille de vin rouge, Poirot exposa ses réflexions. « Mon ami, cette affaire est un véritable labyrinthe. Plus nous avançons, plus les dangers augmentent. Ces documents, ils sont comme un serpent venimeux. Si nous ne les manipulons pas avec précaution, ils risquent de nous mordre. » Hastings hocha la tête, visiblement inquiet. « Alors que ferons-nous ? Rendre ces preuves à Scotland Yard suffira-t-il à garantir notre sécurité ?» Poirot sourit, levant son verre. « Scotland Yard saura quoi en faire, mon ami. Mais nous devons également veiller à ce que ces secrets ne tombent pas entre de mauvaises mains. La vérité est une arme puissante, mais elle doit être utilisée avec discernement. » Le lendemain, Poirot contacta discrètement un inspecteur de Scotland Yard, un vieil ami nommé Japp. Il lui remit les documents dans un dossier scellé, accompagné d'un rapport détaillé sur les événements récents. Japp, visiblement impressionné par l'étendue de l'affaire, promit de traiter les preuves avec la plus grande confidentialité. « Vous avez fait un excellent travail, Poirot », dit-il en serrant la main du détective. Cette affaire aurait pu provoquer un véritable chaos si elle avait été mal gérée. Poirot inclina légèrement la tête, satisfait. « La justice doit être rendue avec sagesse, mon cher Japp. Pas seulement avec force.
Plus tard dans la soirée, Poirot et Hastings discutèrent calmement dans le salon. Hastings, encore troublé par l'agression, demanda « Croyez-vous que nous soyons vraiment en sécurité maintenant, Poirot? Que ces gens abandonneront leur vengeance ?» Poirot sourit, ses yeux brillants d'une lueur malicieuse. « La vengeance est un poison, mon ami, et ceux qui en boivent finissent toujours par s'étouffer. Non, je crois que cette affaire est close, pour nous du moins. » Et ainsi, le détective légendaire referma un nouveau chapitre de sa carrière, conscient que chaque mystère résolu apportait non seulement des réponses, mais aussi de nouvelles questions sur la nature humaine. Chapitre 7. La vérité révélée. Dans ce dernier chapitre, Poirot réunit tous les protagonistes de l'histoire, Sarah et James Fenton, Mrs. Thistlethwaite, ainsi que les représentants de la famille Grayson, dans le salon de l'appartement. Avec son flair légendaire, il exposa chaque détail de l'affaire, démêlant les fils du complot avec une précision chirurgicale. « Vous voyez, mes amis, conclut-il, rien n'est jamais trop beau pour être vrai. Derrière chaque opportunité se cache souvent un danger imprévu. Dans ce cas précis, un appartement trop bon marché dissimulait des secrets mortels. Les Fenton, horrifiés par ce qu'ils avaient involontairement contribué à déclencher, décidèrent de déménager immédiatement. Quant aux autres coupables, ils furent livrés à la justice, où ils paieraient pour leurs crimes. En quittant l'appartement ce soir-là, Poirot adressa un dernier regard à la bâtisse élégante. Malgré son charme, elle resterait à jamais, marquée par une sombre histoire. Mais pour lui, chaque mystère résolu était une victoire contre le chaos, et ainsi se termina cette enquête palpitante, rappelant à chacun que même les apparences les plus innocentes peuvent cacher les vérités les plus terrifiantes. Le salon de l'appartement était silencieux, à l'exception du crépitement léger du feu dans la cheminée. Tous les regards étaient tournés vers Hercule Poirot, qui se tenait au centre de la pièce, parfaitement droit, ses mains croisées derrière son dos. Son visage affichait cette expression familière d'assurance tranquille, comme s'il savait déjà que personne ne pourrait échapper à sa logique implacable. « Mesdames et messieurs, » commença-t-il d'une voix claire et posée, « nous voici, réunis ici aujourd'hui pour mettre fin à une affaire qui a débuté avec une simple annonce immobilière, une offre trop belle pour être vraie. Et pourtant, vous avez tous joué un rôle dans cette tragédie. » Sarah et James Fenton échangèrent un regard nerveux, tandis que les membres de la famille Grayson, Charles, Margaret et Reginald Hargrove, semblaient mal à l'aise sur leurs chaises. Même Mrs. Thistlethwaite, menottée et encadrée par 2 agents de Scotland Yard, baissa les yeux, incapable de soutenir le regard perçant de Poirot. « Tout commence avec Alastair Grayson, » poursuivit Poirot. Un homme intelligent, mais rongé par la paranoïa. Il croyait pouvoir manipuler ceux qui cherchaient à le trahir, mais il a finalement été piégé par son propre jeu. Il fit une pause, promenant son regard sur l'assemblée. Lorsque j'ai découvert la chambre forte dissimulée dans ce mur, j'ai compris que Grayson avait transformé cet appartement en une arène de vengeance. Chaque document, chaque objet précieux, il représentait une arme dirigée contre ceux qui avaient de conspirer contre lui. Poirot se tourna alors vers Charles Grayson, dont les mains tremblèrent légèrement. « Vous, Mr. Grayson, avez accusé votre cousin d'avoir manipulé votre père pour obtenir une part disproportionnée de l'héritage. C'était là le début de votre colère. Mais plutôt que de régler cette querelle en famille, vous avez décidé de vous allier avec votre cousine Margaret et Mr. Hargrove pour éliminer Alastair. » Charles ouvrit la bouche pour protester, mais Poirot leva une main pour le faire taire. « Ne niez pas, monsieur. Les preuves sont accablantes. Les lettres, les documents compromettants, tout pointe vers vous. » Il se tourna ensuite vers Margaret, dont le visage était blême. « Quant à vous, madame, vous avez utilisé vos relations pour recruter des complices, y compris Mrs. Thistlethwaite, afin de retrouver les biens cachés. Mais lorsque vous avez découvert l'étendue de la fortune dissimulée, vous avez décidé de la garder pour vous-même. » Margaret secoua la tête, les larmes aux yeux. « Je voulais seulement récupérer ce qui nous appartenait. Alastair nous a volé, humilié. » Poirot soupira, secouant la tête. « La vengeance est un poison, madame. Elle ne fait que nourrir la haine et la destruction. »
Enfin, il se tourna vers Mrs. Thistlethwaite, qui semblait avoir abandonné toute prétention. « Et vous, madame, étiez la toile d'araignée au cœur de cette affaire. Vous avez observé, écouté et attendu le moment opportun pour frapper. Mais votre cupidité vous a aveuglé. Vous avez sous-estimé le pouvoir de la vérité. » Mrs. Thistlethwaite ricana, bien que ses yeux reflètent une profonde amertume. « La vérité? Quelle importance maintenant? Nous avons tous perdu. » Poirot inclina légèrement la tête comme pour reconnaître la justesse de ses paroles. « Oui, vous avez tous perdu. Mais la justice triomphe toujours, même si elle prend parfois un peu de temps. » Il fit une pause, laissant ses mots résonner dans la pièce. Puis il reprit d'une voix douce mais ferme. « Cette affaire nous rappelle une vérité essentielle. Derrière chaque secret se cache une tragédie. Et derrière chaque tragédie, il y a des choix faits par des hommes et des femmes qui pensaient pouvoir échapper aux conséquences de leurs actes. » Après avoir conclu son exposé, Poirot invita les agents de Scotland Yard à emmener les coupables. Sarah et James Fenton, quant à eux, restèrent assis, abasourdis par tout ce qu'ils venaient d'apprendre. Poirot s'approcha d'eux et posa une main rassurante sur l'épaule de Sarah. « Vous n'êtes pas responsable de ce qui s'est passé, » leur dit-il avec douceur. « Mais cette expérience devrait vous apprendre une leçon précieuse. Rien n'est jamais gratuit. Chaque opportunité cache un prix à payer. » Sarah hocha la tête, visiblement bouleversée. « Nous ne reviendrons jamais ici. Nous déménagerons dès demain. » Poirot sourit, satisfait. Une sage décision. Parfois, le meilleur choix est de tourner la page et de recommencer ailleurs. Ce soir-là, Poirot et Hastings quittèrent l'appartement ensemble. La rue était calme, baignée par la lumière douce des réverbères. Poirot s'arrêta un instant pour contempler la façade élégante de l'immeuble, avant de soupirer profondément. « Une autre affaire résolue, mon ami, » murmura-t-il. « Mais à quel prix ?» Hastings, qui marchait à ses côtés, hocha la tête. « Cela me rappelle à quel point les secrets peuvent détruire des vies entières. Ces gens, ils auraient pu éviter tout cela s'ils avaient choisi la transparence plutôt que la tromperie. » Poirot sourit, ses yeux brillants d'une lueur philosophique. « Oui, mon cher Hastings, mais les humains sont ainsi faits. Ils préfèrent souvent mentir que de confronter la vérité. C'est pourquoi nous, détectives, avons un rôle crucial à jouer. Éclairer les ténèbres, même lorsque cela semble impossible. » Ils continuèrent leur chemin en silence, laissant derrière eux l'appartement maudit. Pour Poirot, cette affaire n'était pas seulement une victoire contre le crime, c'était aussi une leçon sur la nature humaine, une leçon qu'il n'était pas prêt d'oublier. Et ainsi, le détective légendaire referma un nouveau chapitre de sa carrière, conscient que chaque mystère résolu apportait non seulement des réponses, mais aussi de nouvelles questions sur la complexité de l'âme humaine.